Donnez-moi 6 heures pour abattre un arbre. Je consacrerai 4 heures à aiguiser ma hache. Vision, préparation, stratégie. Cette pensée d'Abraham Lincoln résonne en moi comme un écho. Je vais vous faire une confidence. Très jeune, ma vocation était d'être magistrat. Après ma maîtrise en droit obtenue à l'Université de Côte d'Ivoire, j'ai travaillé dans une banque de la place. Pas par ambition, mais par nécessité. Jusqu'au jour où une amie mienne, le commissaire Goulia Lucienne Péradji, à qui je rends hommage, me proposa de passer le concours de police. L'essai fut probant. Et cela a transformé ma vie. Comme vous le constatez, je ne suis pas arrivée à la police par vocation. C'est par un heureux hasard. Mais si c'était à refaire, je n'hésiterai point. Je vous dis que je n'hésiterai pas pour la simple raison que la police était un univers rempli de défis permanents. Et moi, j'adore relever les défis. Merci. Après 10 ans de service, l'opportunité m'est offerte d'aller aux Nations Unies. C'est ainsi que je me retrouve à la MINUCAT, la mission des Nations Unies pour le Tchad et la Centrafrique, dans les camps de réfugiés. Et là, je découvre un nouveau monde, celui des procédures. Parce qu'une fois que vous êtes aux Nations Unies, ce qui est diamétralement opposé à ce que nous n'avons l'habitude de voir ici, les Nations Unies fonctionnent avec des procédures. Aux Nations Unies, on ne voit pas l'individu, mais on voit plutôt les actions que l'individu pose. Comment il pose ses actions? Est-ce que la procédure a été appliquée pour atteindre l'objectif qui vous est assigné? C'est la procédure au service du résultat. La question qu'on se pose, évidemment, les procédures, c'est quoi? La procédure n'est pas une notion figée. Mais je vais prendre l'exemple de cette recette de cuisine. Quand vous voulez faire une omelette, il y a un process qui existe. On casse l'œuf, on le bat, on met les légumes, c'est selon. Et quand on passe l'œuf à la poêle, nous avons l'omelette. Donc c'est un ensemble de méthodes succinctes qui doit être suivi pour atteindre ce résultat. Elles peuvent être écrites, elles peuvent ne pas être écrites. De retour en Côte d'Ivoire, en 2010, je suis rentrée. En 2012, j'ai eu la chance d'être nommée sous-directrice de la police de l'air et des frontières, le service que nous appelons communément le service passeport. Merci. Nous sortons de crise. Tous les leviers sont au rouge. Le passeport, il est à terre, compte tenu de la crise. Mais pour moi, c'était une aubaine de mettre en pratique ce que les Nations Unies m'ont donné de plus précieux, les procédures. Donc, avec mon équipe, nous identifions tous les défis auxquels un demandeur de passeport peut être confronté. Une fois les défis identifiés, nous nous sommes mis au travail à trouver des solutions à chacun de ces défis et produire un service de qualité aux demandeurs de passeport
qui, moi, n'est pas un requérant, mais qui est un client, parce qu'il paye pour un service donné. Donc, il fallait... Merci. Il fallait instaurer un service de qualité. Donc, je vais illustrer mon propos par un exemple banal que nous appelons communément la correction. Quelqu'un à Ottawa qui renouvelle son passeport. Son coffre, il est écrit avec un F au lieu de 2 F. Ici, il y a une erreur matérielle, mais cette erreur n'est pas substantielle. Donc, il faut corriger cette erreur matérielle avant de produire le passeport. En d'autres temps, cette personne allait prendre un avion, venir faire la correction et repartir. Donc, nous avons là initié une procédure. Lorsque nous voyons une telle erreur, nous faisons la correction de l'erreur. Mais mieux, nous accompagnons notre acte par un courrier que nous adressons à l'ambassade pour informer le client que votre passeport n'est pas venu cette fois, n'est pas arrivé cette fois, parce qu'il fallait faire une correction. Donc ici, nous venons ici de rassurer le client, le prospect, pour lui dire, voilà pourquoi votre passeport n'a pas été produit à temps. 2 ans avant mon départ du passeport, j'ai mûri l'idée, et c'était ma vision, de diriger le fonds de prévoyance de la police nationale. Le déclic, c'était quoi? J'ai travaillé au 8e arrondissement avec un collaborateur qui est décédé faute de soins. J'ai compris à cet instant qu'au fond de prévoyance de la police nationale, il y avait un défi à relever, celle de la prise en charge médicale et sociale des policiers. Donc en 2020, évidemment, je brigue le poste de DG du Fonds de prévoyance de la police nationale. Et mes pairs me donnent leur caution. C'est ainsi qu'en août 2020, je deviens le DG du Fonds de prévoyance de la police nationale. Mais que de défis m'attendent. Que des défis. Je pensais que le défi, il était seulement sur le plan de la prise en charge, mais que non. J'avais un gros défi financier lié aux prestataires médicaux, lié aux fournisseurs, c'est des dettes, liées à la dette même mutualiste. En plus de ces défis, il y avait un défi opérationnel, celle de notre prise en charge efficace et les défis qui concernent notre bien-être. Concernant le défi financier, avec les prestataires médicaux et fournisseurs, nous avons réussi à nous entendre de telle sorte que nous puissions rembourser cette dette de manière échelonnée. Pour certains, nous avons même demandé des abattements de créances, parce qu'il y a des créances qui existaient depuis 10 ans. Ensuite, la dette qui nous a le plus fatigués, c'est la dette mutualiste. Parce qu'en plus de la prise en charge, le policier cotise. Il a cette possibilité de faire une épargne au fond. Et à l'échéance de l'épargne, évidemment, il faut lui rembourser son dû. Et depuis 2011 jusqu'en 2020, cette créance n'était pas remboursée. Quelle est la stratégie que nous avons mise en place, mon équipe et moi? C'est de circonscrire d'abord cette dette. Nous avons le montant, je ne vais pas donner. Il fallait d'abord circonscrire la créance des policiers. Et de prendre sur nous, de rembourser cette dette par antériorité. C'est-à-dire d'aller de la dette la plus ancienne à la plus récente.
Mais comme nous ne voulions pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets, il y avait ceux dont la dette était échue sous notre mandat. Qu'est-ce qu'il fallait faire? À cela, nous avons mis en place un différé de 3 mois pour les payer. Savez-vous, finissez aujourd'hui, on a 3 mois pour vous payer. Donc, vous voyez, nous payons la dette antérieure, en même temps, nous payons les dettes qui sont échues pendant que nous sommes là, pour éviter qu'il y ait aussi des dettes encore. Une fois que nous avons assaini le terrain financier, nous pouvons nous attaquer à l'objet du fonds. L'objet du fonds, c'est la prise en charge médicale et sociale du policier. Comment soigner de manière efficace le policier sur l'ensemble du territoire national? Qu'avons-nous fait? Nous avons tout simplement signé des conventions avec des structures sanitaires sur l'ensemble du territoire national, de telle sorte qu'aujourd'hui, là où il y a un service de police, il y a une structure sanitaire qui s'occupe de la santé du policier et de sa famille. Mais mieux, nous avons trouvé un hôpital qui fonctionnait tant bien que mal. Nous avons pris la décision courageuse de fermer l'hôpital, de réhabiliter l'hôpital et d'équiper cet hôpital. Je vous invite à visiter l'hôpital du Fonds de prévoyance de la police nationale situé à Yopougon, en Dokwa. Cet hôpital qui a vocation de soigner les policiers, soigne aussi les populations environnantes à un tarif social. Et cet hôpital nous a permis aujourd'hui de baisser nos dépenses de santé. Comme vous le savez, la santé a toujours été déficitaire. Aujourd'hui, nous n'avons même pas pu atteindre le ratio de sinistralité qui nous est imposé par l'UEMOA, qui est compris entre 70 et 80%. Aujourd'hui, nous avons fait 42% à cause de l'existence de notre hôpital. Nous sommes allés plus loin. Qu'est-ce qui a besoin de santé dans la police? Nous avons demandé à l'Assemblée générale extraordinaire de 2023 de nous permettre de prendre en charge le policier retraité et sa famille. Parce que la vraie situation de précarité, notre précarité, nous la reconnaissons quand nous sommes vraiment à la retraite. Une fois que nous avons fini avec la santé, il fallait s'attaquer au problème des policiers qui étaient des sujets vulnérables pour les margouillas. Je vous assure que ça faisait pitié. Nos cartes magnétiques se trouvaient dans la poche des margouillas. Oui, effectivement. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire pour retirer le policier des griffes des margouillas, sans pour autant tomber dans les mêmes erreurs qui ont été faites? Nous avons réfléchi, nous avons créé en notre sein une agence de crédit que nous avons appelée le grenier du policier. La question fondamentale, d'où le grenier tire ses ressources? Au lieu de prendre les épargnes des policiers pour donner un prêt encore aux policiers, nous avons sécurisé les épargnes. Nous avons demandé à une banque de la place de nous accorder tout simplement une ligne de crédit. Et cette banque de la place nous a accordé
une ligne de crédit de 500 millions, un autre 500 millions pour 1 milliard. Et aujourd'hui, le grenier fonctionne avec des ressources propres. C'est vrai, ce n'est pas suffisant, mais notre comportement vis-à-vis du banquier change. Parce que nous avons des ressources. Nous avons créé de la valeur. Là où il me prendra 7%, je pense que si je lui dis 3%, il ne va pas refuser. Donc, c'est cette valeur ajoutée-là que nous avons apportée au grenier. Nous sommes confrontés, nous les policiers, au problème des logements. Ça, c'est crucial. Quand vous arrivez, il faut nous loger, c'est notre rôle. C'est le côté social du fonds qui est là. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Le fonds dispose d'une belle assiette foncière. Ça, je vous l'ai dit. Nous avons créé en interne une SCI immobilière. La SCI immobilière, la Société civile immobilière, la prévoyance, dans laquelle nous avons mis tous les biens du fonds, qui constitue pour nous aujourd'hui une garantie vis-à-vis des opérateurs immobiliers. Nous avons une belle assiette foncière. Dans ce même cadre, avec un opérateur immobilier, nous avons pu loger aujourd'hui plus de 100 policiers. Et aujourd'hui, ma plus grosse satisfaction, c'est d'avoir signé avec le ministre de la Construction une convention pour permettre aux policiers d'avoir accès aux logements sociaux avec le modèle location-vente et qui sera payé avec le bail que l'État nous octroie. Ça, nous octroie. Donc, c'est autant de valeurs ajoutées, autant de valeurs créées aujourd'hui qui nous permet de dire que le fonds a pris son élan. Il a pris son élan. Applaudissez-moi. Que le fonds a pris. Que le fonds a pris son élan. Oui, effectivement, le fonds a pris son élan. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous a permis d'atteindre tous ces résultats? Je pense que ce sont les procédures que nous avons mises en place qui nous ont permis d'en arriver là. À la jeune fille que j'étais hier, je dis simplement que je ne regrette pas mon choix. Je ne regrette pas mon choix. Si c'était à refaire, je le referais. C'est vrai, j'ai eu un parcours un peu atypique, mais les procédures m'ont aidé à atteindre les objectifs que je me suis fixés. À celle que je serai demain. Je dis que j'accomplirai ma tâche avec la même détermination, la même passion. Et vous, quel est votre rêve? Qu'est-ce qui vous anime? Je vous dirai tout simplement que le futur vous appartient. Mais c'est à vous de savoir le façonner. Je vous remercie.